Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles, Bonsoir. Bonsoir à tous. comment allez-vous? Très, très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver donc avec Sonia Delzon qui va venir nous présenter, Sonia, son livre Apnée aux éditions Fleuve Noir. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Eh ben là, faut prendre une grande respiration avant de plonger dans le livre, en fait. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, on dans l'impatience d'écouter dans quelques instants. Puis ensuite, nous aurons donc l'extrait de Marie. Hein, donc, encore une fois, privilégiez, mes chers amis, si vous avez des écouteurs pour pouvoir entendre cet extrait, puisqu'il y a des petits bruitages, je vous en dis pas plus. Nous aurons la question de l'invité et ensuite, nous aurons ce tête-à-tête avec Séraphine. Séraphine, avant d'accueillir Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sonia Delzongle, la reine du polar? La reine du polar, l'étoile noire du polar français, une louve, elle fait partie des louves aussi, donc autant de surnoms que j'ai hâte de comprendre. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook et YouTube le mercredi et le vendredi à 19h30. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Sonia Delzongle. Et bonsoir, Sonia. Bonsoir, bonsoir Florian. Bonsoir à toi, à merci. toutes et à tous. Bonsoir. Merci à toi, chère Sonia, d'être avec nous ce soir. On l'a dit pour parler donc de ton nouveau roman aux éditions Fleuve Noir, donc Apnée. Donc encore, comme il nous a dit effectivement Sonia, un livre qui nous tient en apnée, où il faut retenir sa respiration tout au long du livre. Mais avant toute chose, vraiment merci à toi d'avoir accepté cette invitation à venir partager avec nous ton univers livresque. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui est Sonia Delzongle? Est-ce que je le sais moi-même, qui est Sonia Delzongle? C'est une question un petit peu délicate, on va dire, parce que parler de soi, quand on veut justement éviter de parler de soi et qu'on écrit pour parler du monde, pour parler de l'humain, et surtout pas de soi, c'est un petit peu difficile. Donc, qui est Sonia Delzongle? Eh bien, c'est une femme qui, depuis sa plus tendre enfance, a voulu écrire, écrire et encore écrire. Une femme qui était une lectrice, il y a, enfin depuis longtemps, justement, une lectrice précoce, et puis qui a voulu, je dirais, assez rapidement, vraiment, conquise évidemment par ses lectures, a voulu transmettre justement tout ce que je trouvais en fait dans les livres, dans la littérature. J'ai voulu donner ça parce que j'estimais que c'était tellement génial, tellement romanesque. Il y avait des émotions, de l'évasion, de la réflexion. Il y a tout dans la littérature qui est absolument universel, hein, qui transcende tout, les frontières. Et j'ai voulu avoir on va dire, ce mode d'expression et, et donner tout simplement, faire vivre des histoires, embarquer les lectrices et les lecteurs. Et puis, bon, c'est un parcours quand même, je dirais, du combattant, et tout simplement un parcours d'auteur et d'écrivain aussi. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Et puis, en tout cas, tu le fais très bien. On va avoir l'occasion de le voir parce que tu es aussi, je vais pas dire musicienne, mais tu fais aussi tu joues d'un instrument de musique qui s'appelle le Oui. handpan, si j'écorche pas bien le mot, tu me le dis, dont on aura l'occasion d'en avoir quelques extraits tout à l'heure. Mais il y a Dominique qui nous dit qu'elle est ravie de découvrir Sonia après l'avoir écoutée à la Grande Librairie mercredi dernier. Donc vraiment, merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation juste après la Grande Librairie. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Parle-nous un petit peu de cette émission, justement, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Comment ça se passe, la Grande Librairie? Alors, c'est la deuxième fois que j'étais invitée à la Grande Librairie, après une première fois en différé. Donc c'était enregistré à l'époque de François Bunel, qui produit toujours l'émission, mais qui se fait rare parce qu'il a d'autres projets. Il est sur un tournage actuellement, l'adaptation
d'un des romans de Sandrine Colette. Nous étions des loups, hein, me semble-t-il. Hein, et donc là, évidemment, direct avec Augustin Trapenard, personnalité très différente de François Bunel. Tous les deux sont fort sympathiques, mais vraiment, l'ambiance était tout à fait différente, même si le direct est quand même un moment encore impressionnant, même si j'ai fait des plateaux, notamment à Bruxelles, à la RTBF, et puis aussi en France, hein, sur l'émission de Marina Carrère d'Ancos, l'émission de la santé, pardonnez-moi, les problèmes un petit peu de mémorisation, mais c'était des émissions formidables. J'ai fait aussi des émissions sur France 3, et là, donc la grande librairie, qui s'est passé donc avec Caril Ferret, Bernard Minier, Giuliano d'Ampoli, donc le fameux mage du Kremlin, qui est revenu avec son dernier livre, L'heure des nouveaux prédateurs. Et donc chacun, évidemment, de nous avait sa nouveauté. Celle de Caril Ferret est assez imprononçable, Grindatrap. Bernard, très simple, H. H comme hiver, H comme peut-être hécatombe. Et donc, cette émission, c'est vraiment... j'ai encore du mal à atterrir, dans le sens où c'est parfois, il y a un sentiment d'irréalité. Oui. Parce que sur ce plateau de la grande librairie, qui est quand même d'une certaine façon l'apostrophe d'aujourd'hui, et qui est une consécration, hein, quelque part, pour nous autres autrices, auteurs, écrivains. Donc j'ai un peu de mal à en parler, c'est-à-dire à exprimer vraiment Ce que avec tu des mots ressens. justes Ouais. l'émotion et le ressenti, mais je veux dire, ça a été très convivial, ça a été très fluide. Il y a eu des moments forts, il y a eu des moments, notamment avec le témoignage de cet auteur turc emprisonné avant, et qui ne peut pas sortir de Turquie. Il était emprisonné pendant 5 ans sous le régime d'Erdogan, et Ahmed Altan, donc avec un témoignage extrêmement poignant et émouvant, puisque Augustin Trapenard est allé le voir justement en Turquie. Il y a eu comme ça des moments de grâce, des passages forts également entre nous. On s'est un peu titillé avec Bernard à un moment donné, sous le surnom de twin, des jumeaux toxiques, des toxic twins. Donc voilà, c'était à la fois bon enfant, à la fois intense, grave, parce que les sujets abordés étaient graves. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, encore une fois, c'est un honneur de te recevoir juste après la grande librairie. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, tu as ce surnom de la reine du polar, on l'aura bien compris, puisque tu as écrit du polar. Mais il y a justement une question intéressante de Ricard Frédéric, qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit, vous avez choisi d'écrire des polars. Pourquoi ce choix? Alors, en tant déjà que cinéphile, en tant que lectrice de thrillers, j'ai choisi d'écrire des polars pour retrouver ce que, malheureusement, je serais peut-être un peu plus soft que Caril à la grande librairie, mais ce que la littérature blanche a perdu un petit peu, à mon sens aussi, aujourd'hui, c'est la dimension romanesque, justement, la tension romanesque. Il y a un peu trop avec l'autofiction notamment, de nombrilisme, de passages un petit peu... alors, je ne suis pas là pour faire la critique de la littérature blanche. Il y a des chefs-d'œuvre encore aujourd'hui dans la littérature blanche contemporaine, mais c'est très personnel. C'est dans le polar et dans le thriller vraiment que je trouve une dimension qui permet de traiter de tout, du monde actuel,
du monde dans lequel on évolue, on vit avec toute sa brutalité, toute sa violence, les réflexions aussi sur, bien sûr, le mal qui a tendance en ce moment à prendre d'autres visages, qui est à chaque fois plus déroutant encore qu'avant. On a l'impression que c'est une spirale infernale et effrénée et sans fin. Donc, pour toutes ces raisons-là, alors le polar, pour ma part, plus exactement le thriller, parce que le thriller me permet d'aller plus dans l'imaginaire, aussi en partant du réel, sans forcément suivre les codes du polar, qui sont, je dirais, assez bien définis, avec évidemment des morts ou des disparitions, l'équipe d'enquêteurs, policiers, PJ, gendarmes, etc. Et le thriller, c'est beaucoup plus basé sur justement la peur, hein, le frisson, l'angoisse, et on va aller dans une atmosphère, sans forcément qu'il y ait des descriptions sur 10 pages ou 20 pages, évidemment, d'environnement, d'atmosphère, etc. Mais quand même, ça va être aussi du thriller psychologique, ça va être du thriller, je dirais même, alors, environnemental. Bon, là, il y a des thématiques différentes, mais en tout cas, les miens s'inscrivent de façon récurrente dans une nature également, j'allais dire hostile, mais finalement, la nature n'est pas hostile en soi. Voilà, la nature, elle est tout simplement, elle est aussi comme on la voit, comme on en a une approche en fonction de nos propres peurs. Et ce qui est je veux dire, ce qui m'attire aussi dans le polar et le thriller, c'est de traiter de toutes ces émotions qui sont pratiquement archaïques, ancestrales. J'irais vraiment, notamment la peur, c'est quelque chose qui remonte au début de l'humanité. Effectivement, l'homme s'est confronté aussi à ses propres ombres, à ses propres démons, à l'autre, à la différence, enfin, c'est infini, quoi. Vraiment, les thématiques sont infinies. Eh bien, écoute, merci en tout cas. Et ce que tu dis fait pas mal réagir. Donc, je remercie Sophie Ruyot qui est avec nous, qui nous dit bonsoir Sonia, bonsoir Florian, bonsoir à tous. Ravi d'être là. Bonsoir. Donc, merci à vous tous d'être là. On rappelle qu'on reçoit Sonia ce soir pour son nouveau livre Apnée aux éditions Fleuve Noir. Il y a justement une question intéressante de Mimi la souris que je te poserai dans quelques instants. Mais avant, il y a Laurent qui rebondit un petit peu sur ce que tu dis. Laurent Alain, bonsoir, qui nous dit quel est pour vous, Sonia, l'ingrédient majeur, s'il y en a un, pour réussir un bon thriller? Bonsoir Laurent. Pour réussir un bon thriller, déjà, je dirais se surprendre. Alors, il y a évidemment la cohérence. Quand même, si dans ce thriller, il y a une enquête, on ne peut pas se contenter d'une écriture, d'une construction approximative. Donc la construction est très importante dans un thriller. Ensuite, il va y avoir évidemment la part, en tout cas je parle pour mes livres et ma façon d'aborder l'écriture d'un thriller, il va y avoir la part, comme je disais d'ailleurs à la grande librairie aussi, d'accidents, d'imprévus. Je me surprends moi-même, mes personnages me surprennent aussi, et ça va être une des conditions pour arriver à surprendre le lecteur, parce qu'on a affaire quand même à des lecteurs avertis, notamment dans le polar, dans le thriller, etc. C'est comme dans le roman historique, des lecteurs exigeants, des lecteurs passionnés et qui lisent énormément. Donc, pour arriver à les captiver, à capter leur attention jusqu'au bout du roman,
il faut non pas forcément une cascade, évidemment, de rebondissements, parce que trop de rebondissements tue aussi le rebondissement. Le twist tue le twist, mais il faut maintenir en fait le suspense, et presque en apnée par moment, qu'il y ait quelque chose d'une sorte de rythme. L'écriture, le roman est une partition. Donc, dans chaque partition, là je fais un lien avec la musique aussi, il y a des respirations qui sont importantes, et puis il y a des phrases, des phrasés, voilà, on- c'est presque comme une symphonie, un concerto. Donc, si vous avez déjà vu des partitions musicales, eh bien, ça se rapproche vraiment d'un livre, finalement, d'un roman. Voilà, le souffle. Là encore, une question de souffle. Eh bien, écoute, vraiment, merci à toi pour ces questions, ces réponses précises. Tu faisais la transition avec la musique. On aura l'occasion tout à l'heure de parler justement d'un instrument de musique que tu fais, hein, le handpan. On aura quelques extraits tout à l'heure. Juste avant de recevoir la chronique de Sonia, je voulais te poser la question de Mimi la souris qui est avec nous. Donc, Mimi la souris qui nous dit: bonjour à tous, bonjour Sonia. Tout d'abord, félicitations pour cet énième chef-d'œuvre apné. Ma première question, bon, la main 56, mais ce sera la première, ne t'inquiète pas. As-tu déjà eu envie de retravailler des passages une fois ton roman publié? Ça, c'est une très bonne question qu'on ne m'avait jamais posée. Bonsoir Mimi. Bonsoir Mimi. Est-ce que j'ai eu envie de retravailler? Oui, ça, effectivement. Effectivement, ça a pu m'arriver. Et là, gros problème parce que, en principe, un roman édité ne se retravaille pas, sauf pour le Hameau des Purs. Le Hameau des Purs, de par sa propre histoire, de par cette aventure, quand même pour un premier thriller qui est paru à Montréal chez un éditeur donc québécois qui a fait faillite. Apparemment, c'était un de ses sports favoris, les faillites, et pour se reconstruire ailleurs, renaître aussi d'une autre façon, eh bien, le Hameau des Purs a été libéré, on va dire, de ses droits éditoriaux et a été repris par Folio un peu plus tard. Et donc, cette seconde vie, et je remercie encore Folio, a permis de retravailler ce roman, qui était en quelque sorte, alors pas du tout une erreur de débutant. Il y avait quelques petites maladresses, mais ça faisait partie de mes premiers thrillers. Donc, j'ai été contente de le retravailler finalement, même si ça fait bizarre, parce que c'est un peu comme se regarder dans un miroir quand on a une tête complètement défaite. Je dis pas que le Hameau des Purs est un thriller qui ressemble à une tête défaite, mais on va dire qu'il y a eu quand même des choses à retravailler, et c'était l'occasion. Donc il y a quelque part eu une bonne étoile qui m'a permis de retravailler un roman qui avait ces petites maladresses, au demeurant attachantes, parce que voilà, ça fait partie de mon histoire et de mon parcours d'auteur. Mais voilà, ça a été la seule occasion qui m'a été donnée de retravailler un roman publié. Donc il vaut mieux ne pas trop avoir de repentir quand un roman est sorti. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Mimi pour cette question, en tout cas. Il y a pas mal de questions qui arrivent en tout cas. Merci beaucoup. Dominique qui nous dit: de Sonia, pensez-vous justement que cette spirale infernale passe plus aisément en la traitant en thriller, en suspense, ou cherchez-vous à faire passer un message? Ça, c'est tout à l'heure quand tu parlais justement du choix d'écrire du polar. Les deux. Les deux. Le message ne passe que mieux quand on touche les lectrices et les lecteurs, en fait. Quand on les touche de différentes façons, voilà, par l'émotion. Donc, si on reste un petit peu hermétique ou imperméable à ce qu'on lit,
le message passera difficilement. Alors que si déjà le lecteur s'ouvre vraiment et ouvre, je dirais même au-delà de son intellect, mais je dirais son âme, eh bien là, le message passera très certainement et passera même mieux si le lecteur vibre avec les personnages, s'il s'identifie aussi aux personnages, si il vit vraiment intensément, je dirais même un personnage, j'aime pas dire ça encore une fois de mes personnages, mais un personnage dit négatif parce qu'il va représenter peut-être un peu plus le mal, le crime, etc. Mais bon, moi je trouve ça encore trop manichéen parce qu'on est d'infinies nuances de gris et on n'est pas blanc ou noir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je rappelle un peu ceux qui nous regardent et on va accueillir Sonia dans quelques instants que tu es avec nous pour ce livre Apnée aux éditions Fleuve Noir. Tout de suite, on accueille Sonia. Alors, ma chère Sonia, Sonia Bis, Sonia Robinard et Sonia Delzong avec nous ce soir. Donc, pour parler de ce livre, justement, Apnée aux éditions Fleuve Noir, Sonia, nous t'écoutons. Avant de commencer ce roman, respirez bien à fond, car vous allez manquer d'air très rapidement. Dès les premières pages, Sonia nous fait plonger avec des apnéistes confirmés dans le gouffre égyptien, le Blue Hole. C'est peut-être la première que nous suivons Lucas, qui va tenter de battre le record du monde. Lui, fils d'un père apnéiste mort alors qu'il était petit garçon, d'une mère également connue et reconnue dans cette discipline et qui a subi un grave accident au cours d'une compétition, va devoir prouver qu'il est le meilleur dans son domaine. 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Le pouls ralentit pour lui, mais accélère pour nous. Petit à petit, alors que ses poumons se ratatinent et prennent la forme d'un poing fermé, nous, pauvres nageurs lambda, nous commençons à suffoquer, à nous noyer. À peine quelques minutes après le début de sa plongée, vers l'abysse surnommé le cimetière des plongeurs, Lucas disparaît mystérieusement. Son corps reste introuvable et de nombreuses questions se posent. Certains avancent la thèse du suicide, d'autres d'une disparition volontaire ou encore d'un accident comme il y en a beaucoup dans ce sport extrême. Claire, sa compagne, ne croit absolument pas à l'accident et va être confortée dans son idée quand l'équipe qui suivait Lucas décide de descendre pour trouver soit son corps, soit un indice. Que se passe-t-il exactement pendant cette compétition? Entre disparition, corps retrouvé mutilé, vol d'identité, c'est un déferlement de rebondissements qui nous plonge tous les protagonistes dans une inquiétude sans nom. Si tous les corps ne remontent pas, il y a malgré tout une chose qui remonte à la surface, c'est le passé. Vie trouble, tromperie, assassinat, double jeu. Bref, vous l'aurez compris, c'est un véritable tsunami qui nous tombe dessus en lisant ce livre. Sonia nous fait connaître un sport avec ce roman, mais elle nous plonge également dans une enquête à double voire triple rebondissement aux côtés d'Alban, la détective privée au cœur brisé par une tragédie. Je me suis énormément attachée à elle et je l'ai quittée avec presque déchirement. Elle va, à mon avis, rester un bon moment au fond de ma mémoire. Sonia a su jouer avec nos sentiments, nos peurs profondes, grâce à son écriture fluide, franche et directe. La psychologie de tous ces personnages, troubles, dérives, espoirs et tragédies, font qu'on soit on s'attache à eux, soit on ne les apprécie pas. Une chose est sûre, c'est que moi, j'ai adoré plonger dans les profondeurs à leur côté. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Merci. J'étais effectivement en apnée tout le long du livre. Donc voilà. Mais très très bon moment de lecture que je conseille, parce que là, franchement, voilà, pour ceux qui aiment avoir peur, avoir des sentiments différents d'une page à l'autre, on passe par toutes les émotions. Merci Sonia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Donc, Sonia Robinard, qu'on a vu que vous pouvez appeler aussi la Sonia, la croqueuse de livres, qu'on peut retrouver donc sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques qu'elle fait, que ce soit des chroniques perso ou des chroniques de l'émission sur ses réseaux sociaux. On les a vus passer tout à l'heure.
Mimi qui nous pose la question, Sonia, donc Sonia Delzongle, hein, bien évidemment, as-tu déjà changé un coupable en cours d'écriture? Ça a coupé légèrement, Florian. As-tu changé De coupable en cours d'écriture. coupable? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors là, quand même, oui, au bout du 15e roman, il faut que je remonte le fil de tous mes romans. Autant que je me souvienne, non. 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 D'accord. Je n'ai pas le souvenir d'avoir changé de coupable. J'ai changé de fusil d'épaule, mais pour d'autres choses, pour la situation géographique, Ah oui. pour... oui, j'ai dû retravailler un de mes personnages dans Cataracte parce que je risquais de basculer dans le roman d'horreur, par Ah. exemple. Et ça, c'est pour toi, c'est une ligne rouge. Alors, pour moi, ça s'inscrivait dans ce contexte de montagne dans les Balkans, ces montagnes sont imprégnées quand même de légendes, hein. Donc, mais c'est vrai que sur les conseils de mon éditrice, j'ai revu ce personnage parce que ça allait certainement, là encore, elle a un regard effectivement pas seulement de lectrice, mais d'éditrice avec tout ce que ça implique. Le fait d'accrocher les lecteurs, de peut-être en perdre en cours de route, parce que ce personnage qui était quand même important, assez, on va dire, pas central, mais bon, eh bien, était, oui, décrit vraiment comme le personnage presque d'un roman d'horreur, mais moi, je m'en suis pas vraiment aperçue parce que pour moi, ça s'intégrait vraiment au contexte, encore une fois, Ouais. mais de l'extérieur, et ça prouve qu'on a besoin d'un regard extérieur. C'est important, et le regard aussi professionnel. Eh bien, ça risquait de ne pas passer. Voilà. Mais D'accord. sinon, Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Et merci Mimi hein, qui pose des questions très pertinentes. D'habitude, oui. c'est notre cher ami Laurent qui en pose une aussi, qui nous dit Sonia, on dit toujours que dans les livres, il y a marqué fin à la fin. Que pensez-vous des thrillers où les lecteurs est appelé à s'interroger lui-même sur la fin et à se demander ce qu'il aurait fait? Mais c'est très bien parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a une fin matérielle, physique, parce que effectivement, à un moment donné, le roman se termine, que ça fait un objet ensuite de entre 200, 300 et 500 pages, voire plus, quand on s'appelle Karine Gibel. Mais C'est gros. Hein. chaque lecteur finalement termine le roman quelque part. C'est ça qui est bien parce que au-delà du point final, il y a tout ce qui va se passer dans la tête du lecteur, tout ce qu'il va projeter aussi. Et lui, il va écrire. Enfin, je dis toujours, il y a autant de romans que de lectrices et de lecteurs, vraiment. Et je dirais qu'il y a autant de fins aussi que de lecteurs. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Sonia? Parce qu'on le sait dans cette émission que tu es une fan de justement tout ce qui est polar, thriller. Bon, toi, c'est plus thriller horrifique, hein, il suffit de voir ta déco derrière toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur tout ce que nous dit Sonia Delzongle? Moi, je le rejoins tout à fait. Et c'est vrai que quelquefois, à la fin, je me dis, ah, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, ou alors j'aurais pas tourné la fin comme ça. Mais la plupart du temps, je suis surprise. Et c'est ça qui me plaît aussi quand je lis un livre, c'est être surprise par l'auteur et me dire, ah, là, ça a été fort. Voilà. Ouais. Mais plus de 500 pages quand même pour Sonia, je trouve que c'est un beau bébé quand même. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai que là, c'est plus que tous les autres, effectivement. D'accord, ouais, c'est ça. Donc, Ouais. Voilà, donc en tout cas, un livre à découvrir. Donc ce livre Apnée aux éditions Fleuve Noir. Donc encore une fois, merci à toi Sonia d'être avec nous ce soir pour nous présenter son livre. Et je tiens aussi à remercier Estelle des éditions Fleuve qui est aussi à l'initiative de ce live. Donc vraiment, merci beaucoup.
Elisabeth Bérido qui est avec nous, qui nous dit quel est votre rythme d'écriture dès lors que vous avez l'histoire du roman en tête, chère Elisabeth. Alors bonsoir Elisabeth. Quel est mon rythme? C'est variable. C'est vraiment un rythme qui peut aller de 4-5 mois à 8-9. Bon, je vais pas faire de psychanalyse à 2 sous, mais voilà, c'est en fonction de la documentation aussi, de la thématique du roman. Oui, c'est vraiment à géométrie variable. En général, c'est quand même un roman par an. Et ça, je tiens aussi à ce rendez-vous annuel parce que parfois, je me dis, ce serait plus confortable, sans doute, de publier, peut-être de m'octroyer plus de temps, de publier peut-être tous les 18 mois, ou voilà, mais ça me manquerait. Parce que là, par exemple, euh, j'ai terminé mon prochain roman, le roman à paraître en 2026, donc il est passé entre les mains de mon éditrice, et je peux m'octroyer, on va dire, un petit peu de temps là. Et je me Oui. suis dit, bon, il faut vraiment que j'utilise ce temps, on va dire, de vacances, justement, pas vraiment des vacances, mais de la vacance dans mon écriture, à lire, à aller effectivement au cinéma, ou bon, d'autres choses aussi plus personnelles. De la Mais musique. la musique, évidemment, ça fait partie de moi. Mais je me dis, je me connais et ça se trouve, je vais céder à ma passion, là encore, hein, et commencer peut-être l'écriture du roman à paraître en 2027. Ah Donc oui, voilà, donc là j'ai un peu d'avance et je me dis, eh bien pourquoi pas effectivement commencer déjà l'élaboration du prochain, puisque j'ai déjà des idées, hein, j'ai déjà des pitchs dans ma tête, même des synopsis, donc voilà, c'est aussi un travail, une question d'entraînement, et c'est un peu comme des rouages mm, qui s'entraînent les uns les autres, hein. Donc les rouages, évidemment, du cerveau. Tout mm. ça, c'est très, très cérébral, très... Et puis, il y a des voyages aussi qui peuvent justement nourrir tout ça. Il y a des rencontres qui peuvent nourrir tout ça. Il y a tout simplement le monde, voilà, l'observation du monde et ce qu'on vit. C'est ce qui t'inspire. Le monde qui nous entoure t'inspire énormément. Oui, le monde qui nous entoure, le monde dans lequel je vis, qui me questionne, dans lequel je ne me reconnais plus en ce moment, dans lequel je me sens de plus en plus en décalage. Euh, et puis d'autres choses. Alors peut-être au-delà aussi de ce monde, peut-être plus dans l'invisible, peut-être également plus dans un ailleurs, puisque bon, j'aime aussi observer les planètes dans mon télescope, Ah, qui est un c'est pour ça œil que aussi. Le télescope est un œil fixé, un œil rivé, je veux dire, enfin, vers l'infini aussi, l'univers, vers et l'infini. l'univers et l'infini. Mm. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis, on le rappelle qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'écouter justement, quand tu parles d'univers, de cet instrument de musique qui ressemble à une soucoupe. On va avoir l'occasion d'en parler, le handpan. On aura. Mais il y a deux questions intéressantes qui rejoignent un petit peu ce que tu disais. Alors, qui demandent effectivement à quel moment tu décides que ton roman est terminé, puisque tu dis que tu es déjà pratiquement sur le roman qui va paraître en 2027. Et sans être trop curieuse, Dominique qui rajoute comment tu construis tes intrigues. Est-ce que tu as une recette que vous avez construite roman après roman ou est-ce que c'est une nouvelle à chaque fois? On va dire, dans les grandes lignes, il y a des choses qui se répètent, je veux dire, dans la construction, dans la façon d'aborder aussi avec des petits rituels autour, justement, de l'écriture, hein. Ça, il y a des choses qui ne changeront pas parce que l'écriture, en tout cas pour moi, est très ritualisée. Donc ça, c'est un socle, c'est rassurant.
parce que l'écriture a sa part, grande part d'inconnu, et là, c'est vraiment plongé ou dans l'univers, justement, ou dans l'obscurité, dans les abysses, dans des profondeurs. Et donc, moi, j'ai aussi besoin de lumière. J'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui va me rassurer, qui va être justement ce socle du quotidien pour me permettre d'aller explorer et d'aller le plus loin possible aussi. Donc, je dirais oui et non pour la recette, parce que effectivement, je compare comme ça, avec un œil amusé assez volontiers, l'écriture à une forme de cuisine, mais c'est assez caricatural là, parce que pareil dans la cuisine, on part d'une recette, mais en tout cas moi quand je fais de la cuisine, j'adore me dégager aussi de cette recette, Oui. donc pour que ce soit pas répétitif. Il y a, même en conservant la même recette, il y a plusieurs variantes et plusieurs variations, là encore comme dans la musique. D'accord. Ok, eh ben merci beaucoup. Donc effectivement, Lolo Brodeuse et qui nous dit les voyages doivent forcément t'inspirer, les faits divers, les rites et les cultures, bien évidemment. Tu y as partiellement répondu tout à l'heure. Et juste avant qu'on écoute l'extrait de Marie, donc de ce livre, hein, Apnée, que tu es venu nous présenter ce soir, il y a Elisabeth qui demande est-ce qu'il n'est pas difficile de trouver sa place en tant que femme dans ce style d'écriture, le polar, face à une concurrence très forte masculine? Alors effectivement, hein, ce n'est pas chose aisée, c'est pas très simple, c'est pas. Oui, notre monde, enfin du polar et du thriller est touché, bien sûr, par ce qui est quand même une problématique qui s'étend à plusieurs domaines, hein, et non pas. J'ai pas du tout ce sentiment de compétition, encore une fois, avec les hommes, hein. Ça, je veux dire, le collectif d'ailleurs des Louves du Polar a été créé. Je faisais partie du noyau dur, justement au moment du tout début, des débuts et des premiers pas de ce collectif qui a bientôt 3 ans. Et une des conditions, ça a été de ne pas justement se poser face aux hommes dans une sorte de compétition stérile et de combat, je veux dire, parce que c'est pas la peine de rajouter encore un combat. Je dirais que c'est plutôt un processus qui effectivement demande de la vigilance, qui est long, effectivement parce qu'il y a des choses qui sont très ancrées, notamment en France. euh, dans une forme de conscience collective ou d'inconscient aussi collectif, euh, dans le thriller, les hommes sont plus crédibles. Je fais volontairement une généralité parce que déjà je l'ai entendu plusieurs fois de la part de lectrices qui préfèrent lire les hommes parce qu'ils sont plus crédibles, et puis que, eh bien, en France, on considère plus volontiers que la femme, l'auteur, une autrice, auteur, femme, a plus sa place dans la littérature blanche ou dans le feel good ou dans la new romance, etc. Donc, effectivement, quand on se lance ce double défi ou triple défi de d'écrire du thriller et du polar, eh bien, je dirais, il faut peut-être y aller encore plus fort que les hommes. Voilà, c'est. Mais je t'avoue, Florian, enfin honnêtement, et en répondant aussi aux lectrices, aux lecteurs, euh, ce n'est pas ma problématique quotidienne. C'est-à-dire que le collectif est vraiment important. Et il faut aller voir la page Facebook du collectif Les Louves du Polar. Vraiment, il y a eu des partenariats aussi avec des enseignes, avec des librairies indépendantes, avec des enseignes comme Cultura. Mais franchement, moi, dans mon petit monde et dans mon monde d'auteur, quand j'écris, ça ne me pollue absolument pas. Je veux Ouais. dire, je n'écris pas
en me disant je suis une femme, qu'est-ce qui va se passer? Alors effectivement, si il y a des choses ponctuelles qui arrivent sur les salons, sur certains salons qui se produisent parfois même en librairie, où les hommes sont plus mis en avant, où il y a un problème de parité sur certains prix aussi littéraires, ça arrive encore. Là, je vais réagir sur le Oui. moment, parce qu'en plus je suis assez impulsive. Il Bon. faut pas trop me chercher. Mais voilà, après, quand je prends du recul, et heureusement j'y arrive, et quand je retourne dans ma grotte, franchement, voilà, ça ne m'atteint pas vraiment. D'accord. Mais en tout cas, merci à toi. Et puis, joli clin d'œil, effectivement, à nos chers amis, les Loups du Polar, qu'on aura l'occasion de recevoir prochainement dans cette émission pour un mois spécial. Je vous donne pas encore la date parce que c'est en cours, mais effectivement, on aura pas mal d'auteurs des Loups du Polar qui ont accepté de venir jouer le jeu. Donc, vraiment, un collectif à découvrir. Et encore, merci à toi, Sonia, d'être avec nous. Merci. Il y a Laurent qui dit, effectivement, belle comparaison avec la cuisine faite d'ingrédients qui ne se marient pas tous. Merci, Sonia, nous dit Laurent. Juste avant d'écouter effectivement un petit extrait de Marie, il y avait une question par rapport à ce que tu viens de dire de Poétique David qui dit avec d'autres autrices, vous avez fondé ce collectif Les Loups du Polar. Est-ce que tu te sens féministe dans l'âme? Et après, on écoute l'extrait de Marie. Alors là encore, je comparais ça un petit peu à l'écologie, dans le sens où quand l'écologie, tout comme le féminisme, est une idéologie, attention. Là, je ne me reconnais pas dans une idéologie parce que il y a quand même des dérives. Dès qu'on parle d'idéologie, il peut y avoir un côté extrême, un côté radical, dans lequel je ne me reconnais pas. Je suis tout simplement femme, consciente de certaines problématiques, de certains, bon, puisqu'il faut les appeler ainsi, parfois combats même, à poursuivre. Mais je n'ai jamais été militante, voilà, donc je dirais féministe dans l'âme. Oui, dans l'âme, oui, parce que la cause, effectivement, des femmes m'importe en tant que femme, mais pas seulement en tant que femme, parce que j'espère qu'elle importe aussi aux hommes, en tant qu'hommes, justement, pour une cohabitation, pour une égalité aussi, pour que cesse la violence contre les femmes, bien sûr, Ouais. et que cesse la violence à la limite tout court. Donc, si hommes et femmes, hommes et hommes, femmes et femmes peuvent s'apporter mutuellement une belle part d'humanité, de la compréhension, de la grandeur, s'élever aussi ensemble, eh bien là, que demander de plus? Eh ben, en tout cas, ouais. Très beau. En tout cas, merci ce que tu dis. Vraiment, merci beaucoup. Bénédicte Rousset qui est avec nous, qui nous dit un petit coucou, ma chère Sonia. Je t'embrasse et le meilleur à toi avec apnée. Merci à toi, Merci, Bénédicte, Bruno. de venir nous faire un petit coucou. Justement, puisque Bénédicte est là, on va pouvoir justement écouter l'extrait de Marie. Alors, mes chers amis, Sonia est avec nous pour ce livre Apnée aux éditions Fleuve Noir. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des écouteurs, mettez-les, puisque écoutez cet extrait de Apnée. Marie Méran présente un roman de Sonia Delzongle, Apnée, aux éditions Fleuve Noir. 22 juillet 2023, Blue Hole, Dahab, Égypte. Il s'y prépare depuis longtemps. À bientôt 28 ans, le regard incandescent, Lucas s'apprête à plonger dans les abysses du Blue Hole, un gouffre marin d'une profondeur de 120 mètres, situé dans une crique de la péninsule du Sinaï et surnommé le cimetière des plongeurs. Un trou béant, creusé dans le récif corallien, en pleine mer Rouge, à 8 km de la petite ville de Dahab. Un spot de plongée incontournable et pourtant l'un des plus dangereux. On y dénombre plus de morts que sur l'Everest. Mais pour Lucas, homme-poisson, né dans les gouttes de sueur d'une mer apnéiste et d'un bassin d'eau salée, ces chiffres ne sont pas un noir présage. Bien au contraire, les championnats de Dahab
reste l'occasion rêvée de se mesurer aux autres et avant tout à lui-même, l'occasion de repousser les limites toujours plus loin. Fishman, comme on l'appelle aujourd'hui, n'était encore qu'à l'état embryonnaire lorsque sa mère, Anna Berger, qui ne se savait pas enceinte, avait remporté à 23 ans son premier record du 97 mètres en apnée, une voie toute tracée vers les profondeurs pour l'homme-poisson. Chez les Berger, l'apnée est une affaire de famille et un héritage. La seule à y avoir échappé est Fiona, la sœur de Lucas. Elle a préféré tourner le dos à cette discipline mortifère, ébranlée par la mort de David, leur père, ici même, au Blue Hole de Dahab, puis par l'accident de décompression qui a valu à leur mère de passer le reste de sa vie sous assistance respiratoire, en fauteuil roulant, atteinte de lésions pulmonaires irréversibles. Après plus de 20 records mondiaux, alors qu'elle tentait de battre celui du 105 mètres détenu par une japonaise, Anna Berger était remontée à la surface au bord de la syncope et avait réussi à tenir le temps que ces 106 mètres soient validés par les juges avant de s'évanouir. Une victoire qui lui avait coûté trop cher à 28 ans, alors que, déjà orphelin de père, Lucas venait d'avoir 5 ans et Fiona 7 ans. Depuis ce jour, Anna Berger, qui espère depuis longtemps un donneur providentiel pour ses poumons abîmés, vit sa passion par procuration grâce à son fils et à ses victoires, dont elle ne perd pas une miette, les yeux rivés sur l'écran de sa tablette qui, connectée à la GoPro de Lucas, lui envoie en direct les images de chacune de ses plongées. Ce matin, au départ de la descente, vertigineux et insondable, le Blue Hole attend Lucas, qui s'enfoncera à la verticale de la lumière, en apesanteur, laissant derrière lui le plafond d'eau de la surface, et après quelques mètres, immobiles dans cette opalescence, les apnéistes de sécurité, ces anges sans ailes, le corps moulé dans du néoprène, bipèdes sur terre et palmipèdes dans l'immensité bleue. Eux seuls peuvent saisir en quelques secondes ce qui est en train d'arriver aux compétiteurs en difficulté, capter la moindre faiblesse, évaluer le risque, percevoir le danger, le plus petit frémissement du corps de leur protégé. Ils savent qu'à partir de 30 mètres, les poumons se ratatinent sur eux-mêmes et se réduisent à la taille d'un poing fermé. Voilà donc pour cet extrait de Apnée de Sonia Delzong aux éditions Fleuve Noir. Sonia Delzong, qu'est-ce que ça te fait d'entendre cet extrait qui, je rejoins les commentaires, donne envie de lire le livre? Eh bien, merci pour la lecture, en tout cas, très belle lecture. Et effectivement, ça fait toujours... il y a toujours une part d'émotion à entendre lire comme ça quelque chose qu'on a écrit. Lire aussi... c'est un passage qui est incarné également. C'est pas seulement dans une lecture silencieuse, mais là, ça prend vie avec la voix aussi, avec tout ce qu'on y met, bien sûr, hein, dans cette lecture, ce que la personne qui le lit y met évidemment voilà, en émotion, et en tout cas voilà, ça fait plaisir d'entendre son livre. Et il y a aussi des versions audio qui permettent justement d'aborder un livre sans forcément avoir à le lire. Et je rends aussi hommage aux comédiens, aux comédiennes qui vont lire, enfin voilà, même faire vivre le livre autrement. Eh ben, écoute, merci à toi. Donner vie aux personnages, en fait. Pardon? Ils vont donner vie aux personnages. Ah ben ils vont donner vie à toute l'histoire, aux personnages, exactement. Voilà, et même à ce qu'on ne capte pas forcément en lisant, en silence. Enfin, je veux dire, voilà. Donc merci.
Merci à toi. Et justement, je rejoins Lolo Brodeuse qui nous dit la voix de Marie est très agréable. Et justement, c'est l'occasion de remercier Marie, hein, Marie Méran, la comédienne de cette émission, qui voilà, fait à chaque fois des lectures d'extraits vraiment très professionnelles. Et vraiment, merci à elle et qu'on embrasse. Oui. Sonia, tu voulais rajouter quelque chose aussi tout à l'heure par rapport à ce que disait Sonia. Oui, par rapport à l'égalité homme-femme au niveau des thrillers et tout ça. Et c'est vrai que c'est ce que je marquais en off pour ma petite mémoire, quand on voit les livres de Max comme en Mahoney, que ce soit Johanna, Sonia et toutes les autres, là, je les place à la même hauteur que les hommes, en fait. Là, il n'y a pas de différence de sexe et franchement, c'est exactement la même hauteur et même plus peut-être en psychologie chez les auteurs femmes. Mais ce que j'aime aussi beaucoup dans les thrillers comme ça, c'est la psychologie des personnages et tout ça. Et je pense que les femmes ont le petit plus pour ça, justement. Et c'est ça que j'apprécie aussi. Mais pour moi, c'est armes égales, on va dire. Merci. En fait, je dirais, il ne devrait même pas y avoir de débat. C'est ça. Effectivement. Ouais. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de musique, chère Sonia, puisque je vois l'heure qui tourne et qu'après, il y a notre chère amie Séraphine qui va faire son tête-à-tête avec toi. Il y avait justement David qui était avec nous tout à l'heure, qui, je vois dans son commentaire est parti, j'espère qu'il ne nous en veut pas, qui met trait d'humanité que j'avais bien senti chez vous, Jader, bonsoir. L'instrument qu'a évoqué Florian tout à l'heure est-il originaire de Serbie? Cet instrument vous permet-il de sortir de l'apnée que peut provoquer la création littéraire? Merci pour cette belle présentation, Sonia. Donc, on le dit tout à l'heure, c'était le handpan, qui ressemble effectivement à cette soucoupe, hein, on la voit à l'écran. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est un instrument qui n'est pas originaire de Serbie, puisqu'il a été créé par un couple de Suisses allemands du côté de Berne, donc il y a une vingtaine d'années, inspiré du style drum de Trinidad et d'un instrument indien qui a une forme un petit peu oblongue comme ça de cruche, ça semble un peu trivial, mais qui s'appelle le ghatam, avec effectivement cet orifice aussi aux deux extrémités, enfin à une extrémité pardon, plutôt comme le handpan en dessous. Là, on voit que le dessus du handpan qui a cette forme de soucoupe volante. Il y en a qui diraient de wok, deux parties collées comme ça. Bon, moi je préfère le terme de soucoupe volante. Oui. Donc, je suis tombée dedans, littéralement. Je suis tombée dedans il y a à peu près 5 ans pour ne plus en ressortir, du moins pour le moment. En tout cas, je ne sais pas évidemment combien de temps, peut-être c'est à vie, hein, je ne sais pas combien de temps durera cette histoire d'amour avec cet instrument qui me permet une autre connexion qui, je dirais, ressemble aussi à celle de l'écriture finalement, puisqu'il est question de création, en tout cas pour moi. Je n'interprète pas des mélodies, des chansons déjà connues, parce que tout simplement, je n'y arrive pas. Je n'ai pas voilà, ce don d'interprétation et ni cette patience de travailler pour... voilà. Mais je compose. Parce que justement le handpan me permet de me laisser vraiment porter et aller à quelque chose de très intuitif, puisque c'est un instrument par essence intuitif. A-t-on besoin d'être musicien pour en jouer? Je dirais pas forcément. Il y a des gens qui se sont découverts tout simplement cette connexion, en fait. Je dis, le mot connexion est très important, parce que justement il y aura cette dimension intuitive dans cette connexion. Donc voilà, j'en joue tous les jours. C'est une évasion, effectivement. Et dès que je peux, je le fais découvrir aussi. Et merci Florian, justement, de cette vitrine aussi pour le handpan ce soir. Avec grand plaisir. Effectivement, tout comme avec la peinture, il y a des passerelles entre écriture, musique, peinture, entre tout simplement les arts, quoi. Voilà. Et c'est pour ça, effectivement, que... Ouais. C'est pour ça que cette émission s'appelle justement Entre l'encre et les mots, c'est ce qui nous intéresse, hein, effectivement, que ce soit les mots écrits, les mots
parler. Et justement, il y a Lolo Brodeuse qui nous dit, il faut souligner que lorsque nous étions confinés, Sonia, avec ses lives, nous a enchantés avec sa musique. Et je me rappelle effectivement que pendant le confinement, tu étais venu faire un live seul, malheureusement, à l'époque, et tu avais fini par le handpan. Effectivement, et je te remercie. Alors, ce que je vous propose, mes chers amis, c'est d'écouter une petite vidéo, ça dure 2 minutes 30, hein, c'est rapide, de Sonia. Donc là, tu nous parleras après de cet extrait, Sonia. Tu es dans la nature, et ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait. Voilà donc pour cet extrait. Je rejoins les commentaires, effectivement. Zénitude, Sonia, bravo, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, vraiment, merci à toi. Merci, Florent. Je trouve la différence entre la façon de poser les mains avec délicatesse, poésie, et la façon tranchante d'écrire les thrillers. C'est impressionnant, 2 mondes différents, quoi. J'imaginais ses mains, je la voyais en train de jouer, et je l'imaginais en train de taper sur l'ordi ou ses textes. C'était voilà, l'opposé complet, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, et justement, ça fait partie de mes refuges. J'ai besoin de ça, de cette, comme je disais tout à l'heure, hein, mon écriture est très ritualisée, et ça en fait partie. Ça me permet de rester. Je suis désolée pour les tremblements, hein, c'est parce que je suis avec mon smartphone, juste pour préciser au public qu'il y a eu un problème de compatibilité avec l'ordinateur. Et donc, je suis depuis tout à l'heure avec mon smartphone à la main. Mais je précise juste, voilà. Donc, il y a cette... enfin, c'est vital, je dirais, en quelque sorte, hein, d'avoir ces parts de lumière dans l'ombre, parce que pour moi, le handpan est un instrument de lumière, même en fonction de la gamme que je vais jouer, parce que j'ai déjà possédé 5 handpan, maintenant j'en ai 3, mais il y en a qui vont être beaucoup plus connectés à l'élément aérien, il y en a qui vont être plus aquatiques, et il y a des gammes qui vont être telluriques. Mais
c'est un instrument qui reste malgré tout dans la lumière, connecté justement voilà, à la lumière. Donc ça me permet effectivement d'avoir ces plages et de transmettre aussi, je pense, hein, d'après les retours que j'en ai, de transmettre de l'apaisement, Oui, notamment effectivement. effectivement pendant le confinement, quand on nous brandissait sans arrêt des images terrifiantes, Oui, quand on jouait sur les peurs, mais pas pour nous stimuler, je veux dire, pour nous faire plaisir, pour nous donner de l'adrénaline, comme un thriller, justement. On aime se faire peur, hein, mais on aime se faire peur avec des choses imaginaires, avec de la fiction. La réalité, c'est autre chose. ouais. Et ben, en tout cas, ben, merci à toi. En tout cas, voilà, on rappelle, on a vu le bandeau passer qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit pour retrouver tes livres, pour retrouver ton univers musical. Et juste, excuse-moi, Florian, Vas-y, je t'en juste prie. que je rajoute quelque chose par rapport au handpan, si j'ai le temps. J'ai un album vient de Oui, sortir, Atlantis. mini-album, avec Marjorie Courtiot, qui également est une musicienne joueuse de handpan, mais là, elle a juste posé sa voix sur mes petites compositions. L'album s'appelle Atlantis, et Merci. puis il est vendu sur le site déjà de Marjorie Courtiot en téléchargement, et sinon, il y aura un support clé USB qui sera commercialisé dans quelques temps. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi. Donc, en raison de plus pour suivre Marjorie et Sonia sur les réseaux sociaux pour avoir justement, dès que possible, l'actualité de cet album Atlantis, où effectivement on découvre ce magnifique objet. Ce que je te propose, je vois l'heure qui tourne, ça va aller vite. C'est juste d'écouter la question et ensuite tu poseras toi aussi ta question. Et après, ce sera au tour de Séraphine. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Je rappelle effectivement que la semaine dernière, on devait recevoir Joran qui devait venir nous présenter son livre Quand je serai grand aux éditions Fayard. Voilà, malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous, mais tout va bien. Elle va bien. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter effectivement une question d'une internaute, d'une personne, effectivement, chère Sonia, qui s'est proposé de venir te poser une question ce soir. C'est d'écouter, tu peux, et d'y répondre. Je vais y arriver. Bonjour à tous les deux. Merci Florian pour ton invitation dans ton émission. Bonjour Sonia Delzongle. Alors je suis une grande lectrice de polar et vous êtes considérée comme l'étoile noire du polar français si j'ai bien compris. Mais je vais vous faire une confidence Sonia, je ne vous ai encore jamais lu. Alors j'en viens à mes deux questions. La première c'est quel roman me conseillez-vous pour commencer à vous lire ? Et ensuite, est-ce que parmi tous les romans que vous avez écrits, vous en avez un qui est votre préféré ? Oui, je pense que ça doit être très difficile pour une autrice d'en choisir qu'un seul. Je vous remercie et au plaisir de vous rencontrer sur un salon. Au revoir. Voilà, je le remercie effectivement, Bookatcher, sur les réseaux sociaux pour sa question. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Sonia, même si je sais que c'est une question très difficile? Deux questions difficiles. Alors déjà, pour commencer, pour découvrir mon univers, je dirais peut-être commencer avec Anna Baxter, pourquoi pas? La découvrir dans le premier volet de ses aventures. Il y a 4 volets au total, donc le premier est Dust, le deuxième Quand la neige danse, le troisième Récidive, et le quatrième L'homme de la plaine du Nord. Donc, Anna Baxter est vraiment un personnage qui compte, qui compte toujours pour moi, hein, puisque dans Apnée, il y a un clin d'œil à Anna. C'est elle, on peut dire, qui m'a lancé, qui a contribué à mon lancement dans l'aventure avec Dust, qui a connu un très bel accueil, un beau succès de librairie et qui continue encore hein, dans sa seconde vie, justement en poche chez Folio, comme tous les autres de cette série.
Et donc, voilà, ça peut être une façon de découvrir mon univers, sauf si évidemment on préfère, comme on dit en français, les one-shots. À ce moment-là, il y a Abîme, par exemple, Boréal aussi, si on aime Oui. l'extrême nord et puis les aventures comme ça de glace, les aventures polaires. Abîme, qui se passe dans les montagnes des Hautes-Pyrénées, où la neige est un personnage à part entière, je dirais, hein, un élément très très important, en tout cas, qui ensevelit des secrets du passé aussi, et du présent. Noir comme l'orage, Mhm. Apnée, ben voilà, justement, Apnée. Apnée. Noir comme l'orage, qui a une originalité, parce qu'on m'a quand même dit que on n'avait jamais vu ça dans un thriller avant. Ah. Voilà. Eh ben, écoute, t'as des livres à découvrir, effectivement, et un univers de, voilà, l'étoile montante du polar, liste, voilà, la louve du polar, voilà, effectivement, tu es la reine du polar, comme on l'a dit. Juste Ouais, une chose. oui. Ah bah, c'est Ça connu. me fait toujours. Non, mais je prends, hein, mais ça me fait toujours un peu sourire ces termes, parce que effectivement, il y a normalement, il n'y a qu'une seule reine, mais nous sommes plusieurs en fait. Nous sommes tout simplement des autrices et effectivement plus ou moins connues sans doute, mais nous sommes des louves. Voilà, nous sommes des Oui, louves. bah, Donc, tu c'est es, la tu, meute. tu es, Voilà. Là, c'est la meute complète. Faudrait voir. voilà. Mais Sonia Delzong est notre reine du soir, au moins. Voilà, c'est notre reine ce soir. Voilà. Voilà. Alors, je tiens juste à rappeler effectivement que ce vendredi, on recevra donc notre cher ami Jérémy Attal, où là aussi on va parler Jérôme, musique, on va parler. Jérôme, J'ai dit quoi? Jérôme. Jérôme Attal, pardon, excusez-moi, c'est parce que je lisais un commentaire en même temps. Et on recevra Jérôme Attal, où là aussi on va parler musique, on va parler littérature. Chère Sonia, quelle serait la question que tu aurais envie un peu de poser à Jérôme? Alors, bonjour Jérôme, hein, que je croise sur certains salons. Quel serait le comble de l'élégance pour toi? Voilà. Oh, ah oui, là. Il a 2 heures pour répondre à la question. On lui donnera 2 heures. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Donc, on rappelle effectivement que Jérôme Attal sera avec nous, effectivement, pour nous présenter son nouveau livre aux éditions Fayard, Un furieux besoin d'élégance. Donc, vraiment, merci à vous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'accueillir Séraphine, qui, je sais, trépide d'impatience de venir sur l'émission. Séraphine, bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. On a essayé, tu l'as vu, de faire vite. Voilà, je te laisse avec Sonia pour votre échange à tous les deux. Ça marche. À nous. Bonsoir Séraphine. Rebonsoir, C'est Sonia. plutôt angélique comme prénom, ça, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais justement, on va parler des surnoms. On va parler des surnoms. Parce qu'on a, oui, on a parlé la reine du polar. On a parlé des twins. Voilà, je vais revenir, moi, sur les toxic jumeaux twins. toxiques. Les jumeaux Oui. toxiques. Oui, toxic Parce que j'ai twins. bien aimé Ouais. l'expression. Et justement, Ouais. j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'avec avec Bernard Minier, vous avez décidé de vous appeler comme ça ou de vous laisser appeler comme ça? Comment vous êtes connus et d'où elle vient cette complicité et cette jubilité finalement? Alors, nous nous sommes auto-baptisés. Nous nous sommes baptisés D'accord. les jumeaux. Au départ, c'était jumeaux cosmiques. Et puis bon, c'est vrai que ce terme, bon, jumeaux cosmiques, ça peut faire un peu ésotérique. Et on est quand même dans le thriller. Donc, toxique est plus approprié. Et en fait, c'est parti évidemment d'une rencontre non seulement littéraire, mais humaine, bien sûr, sur un prix à Serre Chevalier. Nous étions nominés avec nos romans. Bernard s'était glacé, justement, c'était son premier thriller. Et moi, c'était aussi mon premier thriller, Le Hameau des Purs. Et à l'époque, Le Hameau des Purs avait sa couverture
réalisé par la maison, le graphiste, enfin de la maison d'édition québécoise, qui était un incendie. C'était un embrasement justement dans la nuit, et Bernard s'était glacé. Donc c'est vrai que rien que ça, c'était assez étonnant. Et puis Bernard a lu Le Hameau des Purs et il a aimé apparemment. Moi, je ne lui ai absolument rien demandé, hein, parce que c'est vrai que ça peut arriver que de jeunes auteurs, enfin je veux dire, ou des auteurs tout débutants, demandent qu'un auteur déjà rodé et puis même installé, etc., lise le manuscrit pour éventuellement... Bon, non, moi alors franchement, je suis même tombée des nues quand Bernard m'a dit, je l'ai lu et je l'ai transmis. Voilà, à mon éditrice, c'était son éditrice de l'époque chez IXO. Et puis, voilà, ça a été le début d'une complicité parce que nous sommes nés, alors pas la même année, mais à 2 jours près. Donc voilà, du même mois évidemment, etc. Nous sommes du même signe. Et il y a eu des petites choses comme ça. Et puis aussi, alors plus sérieusement quand même par rapport au thriller et par rapport à l'écriture, il y a eu des espèces de coïncidences, j'appellerais pas ça forcément des synchronicités, mais au début, on devait s'appeler pratiquement, hein, vraiment, il y a eu 2-3 fois comme ça, pour éviter d'écrire la même chose. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment marrant. Et ça nous est resté, voilà, jumeaux cosmiques et qui sont devenus des jumeaux toxiques, parce que quand même, faut pas déconner, quoi. D'accord, oui, il faut rester dans le noir, il faut rester dans le, Oui. dans le terrible. Et justement, il y a dans les surnoms qu'on a évoqués tout à l'heure, donc l'étoile noire du polar français, l'étoile noire, c'est une arme de destruction massive quand même. Donc, Oui, mais justement, quelque part, ça colle aussi avec le côté sombre de ce qu'on écrit. Et les mots peuvent être une arme de destruction massive. Ouais. absolument. Les mots, ah oui, les mots, en fait, tout ce qui a cette ambivalence, je veux dire, de façon inhérente, de façon même intrinsèque, plutôt. Pour moi, par exemple, l'eau que j'utilise quand même, qui est récurrente aussi dans mes romans, est source de vie et de mort. L'électricité est source de vie et de mort. Voilà. Les mots sont source d'apaisement, mais aussi de brutalité, peuvent être source, alors, de vie ou de mort. Bah si, quelque part si, parce qu'on peut manipuler avec des mots. Bien sûr. On peut manipuler à titre individuel, dans certaines relations toxiques aussi, et on peut manipuler ou être manipulé plus collectivement, comme on le voit quand même depuis quelques années. Voilà. La manipulation des masses, hein, ça passe par les mots aussi. Voilà, des mots qui sont choisis, qui soufflent le chaud et le froid, justement pour mieux déstabiliser. Donc voilà, c'est oui, arme de destruction massive. Oui. Du coup, ça collait assez bien, mais je trouvais ça quand même assez violent. Mais c'est vrai que de t'avoir entendu parler tout à l'heure de décalage, de te sentir décalé, de parler là justement du poids des mots, ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est vrai que les mots, ce gant en fait, ce gant de velours pour faire le bien ou ce gant de boxe pour frapper très fort, c'est vrai que c'est très ambigu, les mots ont cette force. On se pouvoir. Et justement, j'ai vu que ton papa est un philosophe, et ça m'a pas étonnée en t'entendant justement parler, parce que tu as cette philosophie et tu as aussi
un certain recul quand tu parles des choses, même si tu parles d'un décalage, tu as quand même comment on dit, une conscience, tu es quand même consciente de ce qui se passe, et donc ça te permet justement forcément le thriller, on sait que ça sert aussi à dénoncer certaines choses, et pourtant tu le fais pas. Et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais comprendre aussi. Comment se fait-il que tu aies conscience de ce décalage, mais que tu ne te serves pas de tes romans pour en parler? Petite aléa du direct, effectivement. Alors après, je sais que hop, là, effectivement, l'image de Sonia a bugué. Elle a dit tout à l'heure. Oui. Bah, après, c'est vrai que je vois effectivement, elle avait dit effectivement qu'à 45, elle devait partir. Donc, en tout cas, voilà, je ne sais pas si elle nous entend toujours. En tout cas, je vois que son image est toujours figée. En tout cas, voilà, je vous remercie. Je te remercie déjà, Séraphine, pour cet entretien. Alors, on va essayer d'avoir un petit message quand même de Sonia. Bon, petite aléa du direct, mais effectivement, voilà, elle nous avait parlé effectivement qu'elle était attendue pour 9h et encore, on avait dit à 45 maximum. On aura l'occasion effectivement d'avoir un petit message. Donc, on rappelle qu'on a reçu Sonia ce soir avec nous pour son livre Apnée aux éditions Fleuve Noir. Voilà, ça a été un super moment. On a pu découvrir effectivement sa plume. On a pu effectivement découvrir un petit peu plus sur sa personnalité grâce au bref échange que nous avons eu avec toi, chère Séraphine. Et puis, bah, par ta chronique aussi, Sonia, et l'extrait de Marie. Je rappelle juste, mes chers amis, en vous remerciant d'avoir été présents ce soir, que ce vendredi, nous recevons Jérôme Attal, qui viendra donc nous parler de son livre Un furieux besoin d'élégance aux éditions Fayard. Voilà aussi un auteur à découvrir, un musicien, il fait beaucoup de choses, un auteur multicasquette comme on aime recevoir dans cette émission. Sonia qui essaye de m'appeler. Sonia, je te laisse rapidement expliquer Jérôme qui viendra ce vendredi. Jérôme, tout un homme en poésie, déjà très élégant. Donc le titre, en fait, lui correspond. Le titre de son roman lui correspond. Et même quand on a l'occasion de le voir en vrai, comme j'aime le dire, que j'ai eu l'occasion de faire une fois, et c'est un homme qui est très accessible. Et tu poses une question et tu en as pour 10 minutes, un quart d'heure, et il te répond, mais il parle calmement, il est tout en douceur en fait, et ça, il le porte sur lui, et c'est vrai que c'est un homme super sympa, quoi. Donc, et franchement, ça à découvrir, c'est un petit recueil, voilà, tout en élégance, comme son titre. Voilà. Oui, c'est vrai que ça lui va très très bien. Ouais, c'est Ça lui ça. va très très bien, Voilà. cette élégance, avec justement ce sourire, cette bonhomie qu'il a avec les Exactement. gens, cette ouverture, c'est très, c'est très Voilà. caractéristique chez lui, et c'est vrai Ouais, que j'ai voilà. hâte de voir justement comment c'est amené, et pourquoi ce choix. J'aime beaucoup la question du coup de Mhm. Sonia. Et J'aime c'est vrai que beaucoup quand cette on le suit question. sur ses réseaux, voilà, quand on le suit sur ses réseaux, il y a toujours des petites pensées, des petites choses. Je me souviens Oui, qu'il y a une période, tous les jours, il mettait une nouvelle phrase, et il écrit beaucoup aussi quand il est dans les transports. Ça, il a toujours des petites anecdotes et tout ça, et c'est vrai qu'il est super sympa et il faut le suivre en fait. Donc, j'ai hâte de le revoir aussi vendredi, même si c'est pas en vrai. Voilà, c'est mais bon, il déjà vient ça. souvent en Bretagne, donc voilà. Rebonsoir. Donc effectivement, je viens d'avoir Sonia au téléphone. C'est sa batterie qui a déchargé. Ouais, Mais effectivement, voilà. Donc de sa part, merci Séraphine pour cet entretien. Merci Sonia donc pour cette magnifique chronique. Merci aussi à Marie pour cet extrait. Et merci à vous, chers lecteurs, d'être venus pour vos questions pertinentes, pour vos questions sur la musique, sur l'ensemble de son univers. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez vu, bon, c'est un live un petit peu plus court que d'habitude. Effectivement, elle était attendue pour 9h, mais elle a fait la gentillesse quand même de venir dans cette émission partager son univers avec nous. Et en plus de déborder un petit peu, mais c'est le téléphone qui a décidé, effectivement. Et elle nous l'a dit en plus en début d'émission. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin. Bon, ça a tenu jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, merci à tous. Donc, merci, merci Mimi la souris. Merci aussi d'avoir posé des questions pertinentes. Je remercie Laurent Alain, je remercie Lolo, je remercie Book, Laurence, qui s'est prêté au jeu de la
la question. Et puis, bien entendu, on se retrouve, hein, j'ai entendu ce que vous disiez, les filles, on se retrouve donc ce vendredi avec notre cher ami Jérôme Attal pour partager encore une fois un très beau moment littéraire et musical entre l'encre et les mots. Je pense que l'émission n'a jamais autant porté son nom. Et je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir encore l'émission le mercredi et le vendredi à 19h30 sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Encore une fois, merci à tous. Et ce que je vous propose, effectivement, pour terminer, c'est de finir, non pas avec notre générique habituel, mais avec un autre extrait, justement, de Sonia Delzongle, qui, on le rappelle, vous pourrez retrouver cet album Atlantis très prochainement. Encore une fois, je profite, je suis en direct et je fais ce que je veux. Vous pouvez la retrouver en direct sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Notez bien tout ça, vous aurez l'occasion d'avoir prochainement, elle a dit tout à l'heure, l'album et le lien aussi pour pouvoir écouter donc cet extrait. Merci à tous, lisez des livres, écoutez de la musique, faites de la peinture, on rajoute ça Sonia, et on se dit donc à vendredi. Très bonne semaine et tout de suite, on finit avec l'extrait de Sonia Delzongle. Ciao, ciao. À vendredi.